suis un petit peu effrayée quelquefois de voir que des choses que j'ai écrites en parlant de Ngazidja, c'est-à-dire la Grande Comore, sont reprises et appliquées directement à Mayotte. Et je crois que c'est une erreur de faire circuler comme ça les idées d'une société à l'autre, parce que même si les sociétés des quatre îles se ressemblent énormément, elles ont aussi des différences. Alors, ce qui est valable pour les quatre îles de l'archipel, c'est la matrilocalité, c'est-à-dire que les familles habitent chez la mère. En fait, le couple qui se marie va habiter auprès des parents de la femme, auprès de la mère de la femme. C'est ça la matrilocalité. Établissement des époux auprès des parents de l'épouse. Telle est la définition. Et ça, c'est quelque chose qui est majoritaire, même si c'est pas forcément à 100. Il y a des tas de cas particuliers qui font qu'on peut suivre son mari, mais c'est majoritaire dans les 4 îles et ça donne une inflexion aux relations parentales parce que fatalement les enfants, le groupe familial, le couple et les enfants vont être entourés des maternelles, des tantes, de la grand-mère maternelle et des grands-mères, parce qu'il y a toujours des fratries. Les paternelles, ils peuvent être dans le même village, ils peuvent être dans un autre village et donc on les voit un peu moins souvent et c'est ça qui donne une inflexion, peut-être, matrilinéaire, mais parler de matrilinéarité, c'est faux. Pourquoi? Parce que matrilinéaire, ça suppose la transmission d'une appartenance à un groupe de descendance qui se transmet que par la mère, ce qui n'est pas du tout le cas à Mayotte. On appartient à sa famille maternelle et paternelle et ce groupe de descendance qui se transmet que par la mère, il existe un Ngazidja. Il a et les groupes ont des noms propres. On dit qu'on est de Hinia Dombozi, Hinia Fambaya, Hinia et cetera. Donc ça a des noms, ces groupes-là ont des noms et bien entendu qu'on se reconnaît, comme enfant de son père, qu'on se reconnaît comme enfant du lignage de son père, mais c'est des groupes qui sont très définis, très circonscrits et qui ont des rangs dans la cité, qui quand on fait des échanges de grands mariages, ces groupes-là sont rangés les uns par rapport aux autres. Tout ça, on n'a pas à Mayotte. Donc parler de matrilinéarité, c'est vraiment faux. Il faut savoir aussi que les lignages à Ngazidja se transmettent des terres indivises. Bon, tout ça est en train évidemment de prendre de moins en moins d'importance. Il y a des terres indivises à Mayotte, des chirikas, des terres en chirika, mais ça peut être des indivisions de fratrie, ça de la mère, ça n'a rien à voir avec, une idée de matrilinéarité. Donc c'est un terme technique qui ne s'applique pas à Mayotte. Et la matrilocalité n'est pas spécifique à Mayotte, ni même aux Comores, qu'on la trouve, dans le nord du Mozambique, mais qu'on la trouve aussi, par exemple, à l'autre bout de l'océan Indien, au nord de Sumatra. Enfin, il y a des tas de régions du monde qui ont, encore cette inflexion locale et matrilinéaire. Alors par contre, une spécificité de ce genre de société, mais elle n'est pas la seule, c'est des systèmes sociaux à forte différenciation des genres. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil d'être un homme et d'être une femme à Mayotte et on les acteurs sociaux, les gens, n'ont aucune envie que ça soit la même chose. Enfin, il est important d'être vraiment une femme en se comportant comme une femme. Il y a des comportements attendus des femmes et des hommes et tout ça est très tranché. Et en général, quand c'est comme ça rend chaque genre plus dépendant des services de l'autre, puisqu'un homme est censé faire ceci et une femme est censée faire cela et qu'on n'est pas interchangeable. Donc, il est évident que dans la relation, on est interdépendant, ce qui n'est pas une faiblesse, c'est qui est le fait que voilà, on négocie, les échanges. Mais la matrilocalité fait que dans le couple, la femme est moins dépendante de son mari que, par exemple, une femme d'un mariage polygame en Afrique de l'Ouest, hein, par exemple, où elle n'a pas beaucoup de recours quand elle est en conflit ou en rivalité avec ses coépouses. Donc la femme à Mayotte et aux Comores en général, elle a plus de liberté de provoquer la séparation, par exemple, si elle, ne s'entend plus avec son mari, même si la famille la désapprouve, mais à condition de négocier aussi avec sa famille, puisque c'est ou le mari ou la famille. Bon. Et c'est intéressant de voir cette liberté qu'ont les femmes grâce à cette matrilocalité, justement. Par contre, on peut parler de matrifocalité au sens où on est un peu orienté, concentré sur la mère de famille et le groupe domestique est organisé autour de la mère de famille. Les gens utilisent un peu ce terme. Cela dit, ce terme, il est utilisé dans les sociétés créoles, post-esclavagistes, comme les Antilles, notamment. Il y a eu des travaux importants de Stéphanie Milot aux Antilles là-dessus, où les constructions masculines et féminines sont un peu particulières. Et je trouve qu'on peut l'employer, mais ça peut avoir des conséquences d'un point de vue théorique, si on va un peu au fond des choses, qui ne s'appliquent pas du tout à Mayotte, parce qu'à Mayotte, le mariage, c'est quelque chose de très important. Les couples sont mariés, le mariage de droit commun qui est
pas beaucoup d'importance, mais qui est quand même là. Et puis ce mariage très souple, très facile à faire et à défaire, est le mariage musulman. Mais il y a quand même l'idée du mariage qui n'existe pas dans les sociétés créoles que j'ai évoquées. Et le troisième terme, matriarcat, alors celui-là, il faut l'oublier. Parce que le matriarcat, c'est la situation dont il n'existe aucun exemple attesté, où l'autorité est exercée exclusivement ou principalement par les femmes. Alors, je voudrais citer trois travaux très importants qui, si les gens, parce que je pense que les gens qui vous écoutent, il y a beaucoup de gens qui sont quand même intéressés par des lectures plus approfondies. Donc, des travaux, bon, il y a les travaux de Michael Lambeck, qui est un anthropologue américain qui est arrivé à Mayotte dans les années 70. Hein. Donc, il a vraiment vu tout ce changement rapide des 50 dernières années. Et il vient d'écrire un livre. Je le montre parce que justement, je vais en faire un compte rendu là. Voilà, c'est en anglais, mais les Mahorais d'aujourd'hui, les jeunes Mahorais d'aujourd'hui, ils lisent l'anglais, hein. Alors, il y a pas de voilà et c'est vraiment lui, il se retourne sur, 40 ans d'observation de la vie à Mayotte. Donc pour ceux qui veulent fouiller la question, c'est vraiment intéressant. Il y a eu les travaux de John Breslard que beaucoup de vieux Mahorais ont connu, qui était un homme de sa génération, mais qui est décédé, qui a fait sa thèse à Mayotte, mais qui a aussi travaillé à la première cime, c'est-à-dire il a travaillé au niveau de l'amélioration de l'habitat, au moment où on commençait à faire des maisons qui n'étaient pas juste les maisons qu'on faisait dans les villages, mais un petit peu améliorées. Et alors, de Mama Idriss, sur laquelle je vais revenir, raconte que la CIM, la première CIM, c'était pas une société immobilière de Mayotte, c'était une association de femmes, avec des femmes comme Zaïna Mérès et d'autres femmes clés de l'histoire de Mayotte, qui ont commencé à demander l'aide de John Breslard pour justement avoir des programmes pour améliorer l'habitat à peu de frais, en participant aux travaux, etc. Donc c'est vraiment toute l'histoire de c'est important, hein, le changement de l'habitat. Le changement du cadre de la vie domestique, c'est important. Ça a changé aussi beaucoup de comportements à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Et je voudrais signaler aussi, parce que pour votre sujet, c'est quelqu'un qui aurait été mieux que moi sans doute pour vous répondre, qu'une jeune chercheure, Mama Idriss, vient de soutenir une thèse fin 2019, une thèse en fait qui retrace tout l'engagement des femmes pour le combat pour Mayotte française, pour la départementalisation. C'est la première fois que je vois une vraie enquête historique à partir de beaucoup d'entretiens et de témoignages. Elle a le témoignage de plein de femmes mahoraises et aussi de plein d'hommes de cette génération et de ce combat. Et elle montre très bien justement la coopération, la complémentarité entre les hommes et les femmes à cette époque des années 60 et 70. Et elle montre surtout comment certaines femmes ont émergé, soit à travers la scolarisation et quelques diplômes, les premiers diplômes, soit au contraire à travers juste une volonté d'agir dans un certain contexte alors qu'elles n'étaient absolument pas scolarisées, comme c'est le cas de certaines grandes femmes de Mayotte que l'on connaît. Donc c'est vraiment un travail important. Alors il faut savoir aussi, bon moi je pensais à ça, je relisais quelque chose qui était à propos de la délégation des droits de la femme, tout ce qui s'est mis en place. Alors, bien sûr, des dames comme Zaïna, elles ont participé tout de suite, mais il y a eu quand même une forte injonction de la métropole. Moi, je me rappelle à l'époque, la délégation aux droits des femmes a été inventée pour les Françaises, hein, parce que le droit des femmes, c'est récent aussi en France, hein. Il y a pas longtemps, les femmes n'avaient pas droit à avoir de carnet de chèques, les femmes ne votaient pas. C'est pas si vieux, hein, tout ça, bon. Et ces progrès ont été très rapides aussi en métropole. Il y a eu quand même énormément d'injonctions, mais évidemment, les femmes mahoraises, elles s'en sont saisies, elles se sont présentées comme interlocutrices très, très vite, quoi, et notamment Zaïna Mérès. Je ne suis pas sûre qu'elle ait tout compris quand il y avait la déléguée des droits des femmes qui venait lui faire des propositions d'action. Ce qu'elle avait compris, c'est que ça pouvait être porteur. Et c'était vrai, c'était très porteur. Et on voit maintenant que euh, le soutien à la parité des femmes, par exemple, dans les élections municipales, ça a été très porteur et que c'est vrai qu'il faut presque des injonctions pour dire aux filles: «Allez-y, vous pouvez le faire». Mais je dirais qu'à Mayotte, c'était presque moins important qu'en métropole parce qu'à Mayotte, les filles savent qu'elles peuvent faire des choses. Elles sont élevées Les filles à Mayotte sont élevées, pour être courageuses. Il se passe plein de choses et elles sont élevées pour ça, je pense.